Sénateur Ouzakos. Merci, Monsieur le Président. Précédent auquel le Canada est confronté dans le contexte de la pandémie mondiale. Souvent dans cette Chambre, et trop souvent, peut-être nous avons utilisé le mot crise pour décrire des événements et des défis que nous avons de surmonter en tant que pays. Mais je crois que ces mots conviennent parfaitement à la situation qui s'évite aujourd'hui dans le monde. En fait, je crois qu'il est impossible d'exagérer la dislocation économique et les chocs qui résentent actuellement les Canadiennes et les Canadiens. The Conference Board of Canada has indicated that it Le Conference Board du Canada a indiqué qu'il s'attend à ce que le Canada perde 2,8 millions d'emplois en mars et avril. Avant cette crise, le Canada avait un taux de chômage de 5 Ce taux est de 20 On s'attend à ce qu'il augmente considérablement. 264 000 emplois en mars seulement. Le taux de chômage au Québec est passé de 4,5 à 8,1 Au Canada, seul l'Ontario a perdu plus d'emplois que le Québec. We've been told to expect that in some... On nous a dit de nous attendre à ce que dans certaines régions du pays, le taux de chômage puisse atteindre un niveau inouï de 85 Ce taux de chômage, le ralentissement d'activité économique est sans précédent, même lorsqu'on le compare à la crise de 1919. Nous prenons des mesures radicales pour rendre la distanciation sociale efficace et étouffer le virus. Et malgré cela, le virus va tuer entre 11 000 et 20 000 Canadiens. Et certaines prévisions sont encore plus sombres. Mais nous ne devons pas fermer les yeux face aux conséquences à plus long terme sur l'emploi des Canadiens. C'est de ça que je veux parler ce soir. Face à cette pandémie, tous les pays font face à des difficultés économiques semblables. Mais je pense que nous devons être francs et reconnaître que certains pays sont mieux préparés que d'autres. Et en répondant aux défis économiques, certains y répondent mieux que d'autres. Il faut savoir à quel point ces pays se sont bien placés comme pays pour faire face à des défis économiques inattendus qui peuvent survenir de temps en temps. Si on regarde la première moitié de l'ancienne décennie, le gouvernement du jour avait pris des efforts pour revenir à l'équilibre budgétaire après les chocs économiques de 2008 et de 2009. Par conséquent, en 2015, le budget fédéral était de nouveau équilibré. On est en bonne posture pour pouvoir faire face à des ralentissements économiques. Le premier ministre Harper avait compris que les politiciens font ce qui est populaire, les leaders font ce qui est bien. Dans la dernière décennie, le gouvernement actuel a fait autre chose. Au lieu d'être un bon intendant de l'économie, le gouvernement a fait des déficits de manière délibérée en faisant semblant qu'il ne pourrait pas y avoir de mauvais jours à l'avenir. Plus de 800 millions de dollars ont été rajoutés à la dette fédérale. Face à la crise actuelle, le directeur parlementaire du budget a dit que le déficit fédéral va atteindre le chiffre de 184 milliards de dollars au cours de l'année à venir. C'est 3 fois les dépenses de ce qu'on voyait dans le budget de 2009 qui répondait à une récession très grave en 2008-2009. En revanche, à l'époque, le gouvernement fédéral répondait à plus d'une décennie d'excédents budgétaires. Il y a une décennie, c'était beaucoup plus facile de faire face à la crise, même si c'était encore un défi d'arriver à un budget équilibré. Malheureusement, l'avantage qu'on avait à l'époque a été jeté de côté au cours des 4 dernières années. D'après les prévisions, le ratio de la dette au PIB va augmenter et pour atteindre la barre de 40 % en un seul an. Et ça, c'est seulement le ratio fédéral de la dette au PIB. Dans les provinces, il y a une dette supplémentaire. On l'a vu notamment dans le Financial Post, qu'il s'agit du ratio collectif le plus élevé de PIB à la dette dans le monde. Il y a une dette sans précédent dans ce ratio de la dette au PIB.
On a été trop optimiste et trop irresponsable au cours des 4 dernières années. Et maintenant, la seule option qui s'offre à nous, c'est d'espérer que la reprise mondiale sera rapide pour qu'on puisse s'en sortir de la crise. Peu importe la situation économique mondiale, notre pays va faire face à des choix économiques très difficiles dans les prochaines années. Ça sera lié à des choix économiques cavaliers. On ne peut rien faire pour ce qui est des mauvaises décisions du passé. Malheureusement, je suis également très préoccupée en ce qui a trait à l'approche actuelle du gouvernement. Que le gouvernement n'a pas réagi assez vite à la crise. Le 18 mars, voilà à peine 3 semaines, le gouvernement a annoncé l'introduction d'une subvention salariale de 10 % pour les entreprises qui pourraient démontrer une perte de revenus de 30 % par rapport de la même période l'année dernière. Les entreprises ont largement critiqué cette mesure, qu'elles jugeaient tout à fait inadéquate face à l'ampleur de la crise. Nous avons appris depuis que la subvention salariale sera multipliée par 5 pour atteindre 75 % et que les entreprises n'auront qu'à montrer une perte de 15 % au titre de leurs revenus. La portée de ce changement, et ce n'est pas là un changement mineur, indique que le processus de consultation du gouvernement auprès des entreprises canadiennes était totalement inapproprié. There are further problems, colleagues. Il y a d'autres problèmes. Ce programme est très complexe. Quand il a témoigné devant le comité des finances de la Chambre, Dan Kelly, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, a dit que son groupe reçoit 800 appels par jour d'entreprises canadiennes qui essaient de comprendre les complexibilités des critères d'admissibilité pour cette subvention. Kim Moody a dit au comité que ça va prendre 3 à 6 semaines pour que les entreprises canadiennes aient accès aux fonds suite à ce processus de demande. Et je le cite, 3 à 6 semaines, c'est bien trop long. Et c'est vraiment le cas, chers collègues. Ceux qui ont été dans le monde des affaires le savent très bien. 6 semaines, c'est assez pour pouvoir faire faillite. Des préoccupations similaires ont été émises par la Chambre des commerces du Canada. Les consultations étaient inadéquates. Je suis désolée, on ne peut pas se permettre cela au cours de cette crise. Le gouvernement ne peut pas faire affaire comme il le faisait d'habitude. Ce ne sont pas des temps normaux. Il devrait travailler avec les entreprises et avoir ce sentiment d'urgence. On peut voir que le programme peut avoir des lacunes considérables. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes a dit qu'environ 80 % des petites entreprises avaient fermé boutique. Cela représente environ 110 000 compagnies au pays. Certaines petites et moyennes entreprises ont du mal aussi à avoir accès à des prêts. Cela a mené à des préoccupations de taille. Les critères de prêt sont trop rigoureux et c'est très difficile si on n'est pas une grande entreprise. Donc, on ne répond pas aux gens qui ont le plus besoin d'aide. Bon nombre de petites entreprises risquent d'être laissées pour compte alors qu'elles sont le fondement même de notre économie. Tout cela est fort préoccupant et ça devrait préoccuper tout le monde. Le gouvernement a dit qu'une approche collaborative était un des principes qui allait lui permettre de répondre à cet enjeu. Mais ce qu'on voit, ce n'est pas du tout une approche collaborative. En pleine crise, que le gouvernement devrait avoir des pouvoirs inconditionnels supplémentaires pour agir sans la surveillance et la remise en question de leurs actions par le parlementaire. Cependant, en présence d'un gouvernement qui traite plutôt calvairement les finances nationales depuis des années, qui tarde à adopter des mesures pour aider les entreprises canadiennes et qui semble maintenant élaborer des politiques sans trop de transparence ou de consultation efficace. La surveillance parlementaire, chers collègues, prend toute son importance. Colleagues, there is no question that we need to act and pass this legislation. Chers collègues, il ne fait aucun doute qu'il faut adopter cela à toute urgence. Nous n'avons pas le choix. J'ai en revanche de grandes préoccupations. J'implore le gouvernement d'agir et de consulter les entreprises et les autres consultants. Cela est assez similaire à la Deuxième Guerre mondiale, mais cette fois-ci, l'ennemi est différent. Les exigences d'approche collaborative et nationale entre le gouvernement et le secteur est tout aussi important maintenant qu'à l'époque. La survie des entreprises canadiennes et de notre économie nationale dépend
de la force de cette approche collaborative. J'exhorte le gouvernement à s'engager en ce sens. J'exhorte le gouvernement, le Parlement et le Sénat de mettre l'accent là-dessus et avec rigueur. Cela dit, même si je félicite le gouvernement car il fait de son mieux, et j'aimerais indiquer que je ne crois pas qu'il n'y ait personne qui ne fasse pas de son mieux en ce moment. Mais il faut bien comprendre que le Canada n'était pas prêt pour cette pandémie. On n'était pas prêt au niveau financier et on ne l'était pas au niveau de la santé. On a permis à ce qu'on utilise l'équipement personnel et médical. Et les dépenses du gouvernement ont fait en sorte qu'on se trouve dans le pétrin. Alors, ça doit être une leçon que nous devons tirer une fois pour toutes et il ne faut plus jamais se retrouver dans cette situation à l'avenir. Merci. Senator Galvez.